absolument pas, ça n'aurait pas été possible. Alors, la question des effets sur la santé des populations, des grands déblaiements parisiens du type la butte au moulin pour l'opéra, tous les travaux sur les boulevards, elle se pose, mais elle ne peut pas être traitée pendant le Second Empire. Et c'est pendant la Troisième République qu'on va commencer à comprendre qu'il peut y avoir un lien entre le fait de faire des gros déblaiements du type de ceux qu'on a fait à Paris, et aussi que ce soit pour des égouts ou pour des travaux d'urbanisme, et des maladies qui tout d'un coup se sont déclenchées dans les alentours du type typhoïde. Et qu'est-ce qui éveille les consciences? D'abord, c'est dans les années 1880, c'est le professeur Poincaré à Nancy qui fait le lien à Nancy entre des travaux de déblaiement sur des égouts et des maladies contagieuses. Et comme à l'époque, il y a des revues scientifiques, la revue d'hygiène publique, où on publie ces travaux, tout ça se sait. Et à Paris, il y a un professeur extraordinaire, dont je parle dans mon livre, qui s'appelle Dujardin-Gometz, qui prend conscience de l'importance de la chose, qui est membre du Conseil d'hygiène publique et de salubrité, qui en fait c'est lui qui va proposer un premier dispositif, si vous voulez, de réglementation des travaux publics, qui va petit à petit être appliqué à partir de la préfecture de police. C'est encore un cas où les médecins disent « mais attention, on ne peut pas mener ces travaux comme ça. On doit absolument prendre des précautions. » Voilà. On est dans les années 1880-1890 avec Octave Dujardin-Gometz. Je reviens sur la disparition de l'hygiène, disons au XVIIe siècle. Qu'est-ce que vous pensez, je ne suis pas spécialiste, mais enfin j'ai souvent lu des choses concernant le corps médical, les humeurs, etc., que ça pouvait avoir des contrariétés, l'usage de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, que l'usage de l'eau n'est pas bon pour la santé. C'est ça, vous voulez dire que les médecins à l'époque disent que oui, c'est vrai. En tout cas, on le lit. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, je pense que ça commence à s'atténuer au XVIIIe siècle, période que je connais mieux, le XIXe siècle. Mais on part en effet de là, d'une idée où l'eau, finalement, c'est pas très bon pour la santé. Mais permettez-moi, pour revenir au XIXe siècle, à partir de votre question, de citer un extrait d'un traité que j'ai lu récemment sur les soins de la femme, un petit traité comme ça des années 1820-1824. Et ce traité préconise que, oulala, il ne faut pas que les femmes se lavent trop souvent, hein, et pas trop longtemps. Donc il y a l'idée d'une part qu'il ne faut pas quand même non plus se baigner comme ça à bon dos, c'est pas forcément très bien. Puis en plus, si les femmes restent trop longtemps dans leur bain, ça peut peut-être leur donner des idées, si vous voulez, qui ne sont pas sur le plan de la morale approuvables. Voilà. On est en 1820, 1824, vous voyez bien ça dans l'atmosphère des romans de Balzac, César Birotteau, là où on parle beaucoup des onguents qu'on se met partout sur la figure, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avant de se mettre des onguents sur la figure? Il n'en parle pas trop. Est-ce qu'on se lave vraiment? Tout ça va mettre du temps, et en fait, je pense que la connaissance des eaux thermales et minérales qui va se développer beaucoup au XIXe siècle, et qui va apporter beaucoup à l'hygiène des villes, va permettre de réconcilier les gens avec le contact vraiment de l'eau dans aussi le plaisir. Quand on voit l'un des personnages dont j'ai parlé dans mon livre, qui s'appelle Guénon de Mussy, qui est spécialiste de la propagation de la fièvre typhoïde, eh bien, est aussi actif à la même époque à la Bourboule, l'île d'eau. Il ne faut pas oublier que tout ça,
c'est des phénomènes qui convergent en même temps. Il y a aussi cette renaissance des villes d'eau qui va évidemment provoquer de nouvelles pratiques. Les gens vont dans les villes d'eau, évidemment ils vont rester dans l'eau, si vous voulez, parce que sinon c'est pas la peine d'y aller. Et ils comprennent qu'ils peuvent se soigner par l'eau, et après la pratique des ablutions, de l'hygiène du corps, ça vient aussi de cette résurrection des villes d'eau, qui à l'époque est quand même quelque chose qui est connu, très connu par les spécialistes de l'hygiène que sont les médecins. Parce que, si vous voulez, on commence à analyser chimiquement les eaux thermales. On se demande pourquoi elles font du bien. On n'est plus dans les pratiques pré-scientifiques du Moyen-Âge, en se disant oui, cette eau-là, elle m'a guéri de la paralysie. On est, voilà, cette eau à la bouboule, pourquoi est-ce qu'elle guérit les sinusites? On regarde chimiquement, on commence à regarder chimiquement comment elle est composée. Bien. Si je peux dire un mot pour la période antérieure, effectivement, depuis la Renaissance, les doctrines médicales déconseillent fortement de se laver parce qu'on estime qu'en ne se lavant pas, donc on s'enveloppe une couche de crasse qui en fait imperméabilise et empêche donc les microbes de pénétrer dans la peau, donc il faut mieux pas se laver que de se laver. Et on sait précisément les activités de Louis XIV, puisqu'il a un médecin qui lui est attaché, et Louis XIV ne se lave qu'une fois dans sa vie. Alors, au XIXe siècle, effectivement, il y a, depuis la Renaissance, il y a une montée en puissance du thermalisme, donc aller prendre des eaux, etc., pour le foie, pour le machin. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a donc comme tu as très bien montré, donc un désir du bain individuel. Donc il y a à Paris, il y a des baigneurs qui montent avec la baignoire jusqu'à chez vous, et donc on vous apporte l'eau chaude, etc., etc. Et puis il y a une chose qui est très importante, qui s'accélère au cours du XIXe siècle, qui est l'hydrothérapie, qui est donc de se faire doucher, de prendre des douches violentes, etc., de telle façon à pouvoir accélérer la circulation du sang, de guérir des maladies, etc. Voilà, si je peux permettre de compléter. Comment se situe Paris dans cette reconquête de l'hygiène au XVIIIe siècle par rapport aux autres capitales européennes? On est comment en retard? Dans une mouvance générale? C'est pas une bonne question. Au XVIIIe siècle? Au XIXe. Ah, au XIXe siècle, pardon. Non, au XIXe siècle, eh bien c'est très simple. On part d'une situation catastrophique dans laquelle, au milieu du siècle, on est quand même plutôt en retard sur les grandes capitales, sur Londres en tout cas, et sur Bruxelles. Évidemment, ça dépend de la manière dont on regarde la question. Mais si on regarde la question de l'eau, qui est quand même assez cruciale, on est plutôt en retard au milieu du siècle sur Londres, parce que Londres a compris qu'il va falloir prendre le problème de l'eau à bras-le-corps, et elle s'y emploie. Et en plus, elle crée un système d'administration qui est très propice à des petites collectivités locales qui administrent des affaires d'hygiène. Et puis il y a le rôle de Edwin Chadwick qui sort un beau rapport sur l'hygiène, l'eau. On a une conscience beaucoup plus grande à ce moment-là que l'eau c'est très important. Et l'assainissement. D'ailleurs, il y a un événement malheureux en 1853-54 qui est l'épidémie de choléra à Londres, qui fait que les Londoniens comprennent que le choléra il est dû à l'infection de la Tamise. Ils le comprennent, ils ne peuvent pas le prouver, mais ils le comprennent très bien. Et donc, ils prennent le problème des travaux d'assainissement à bras-le-corps. Mais finalement, en prenant les choses avec un petit peu de retard, mais avec le génie technique de Belgrand, à la fin du siècle, on est en avance on reprend la tête du peloton. Ce qu'on peut dire sur Bruxelles, c'est que Bruxelles
il y a un modèle d'administration absolument extraordinaire qui se met en place dans la deuxième moitié du siècle, qui est le bureau d'hygiène, qui est qu'on met un médecin en fait en situation de gérer la ville quand il y a des épidémies. C'est absolument incroyable. Ce médecin s'appelle Eugène Janssens, et ça veut dire qu'il peut prendre des décisions exécutoires, il peut faire fermer des maisons, il peut faire fermer des rues, il peut emmener des malades à l'hôpital, bien sûr, et il peut faire des travaux d'urgence dans la ville quand il y a une épidémie violente. Et ça, cette rapidité d'exécution en cas de crise grave liée à l'hygiène, aucune ville européenne ne l'a, ce dispositif. Et à partir de 1810-1880, on voit les médecins de la Troisième République qui commencent à regarder Bruxelles et à dire mais il nous faut un dispositif comme ça, dispositif que la loi de 1851 sur le logement insalubre en France n'a absolument pas mis en place. Parce qu'en France, on a le sacro-saint principe de la propriété privée qui fait que le législateur et le rapporteur Arnaud Mélin s'est interdit de violenter la propriété privée. Donc l'idée qu'on puisse ordonner à un propriétaire de faire des travaux, par exemple, si les logements sont insalubres, ça ne se fait pas pendant tout ce siècle. Et on traîne, c'est dénoncé. Mais c'est aussi pour ça que le logement insalubre ne se règle pas à Paris. Et à Bruxelles, on a ces solutions extrêmement efficaces. C'est un modèle. Sur ce plan-là, c'est pas dépassé tout à fait à Paris, sauf qu'en 1893, ce que je montre dans mon livre, il y a quand même ce casier sanitaire qui est créé, qui n'a pas tout à fait les capacités de déploiement du docteur Janssens à Bruxelles, mais qui est quand même calqué sur le modèle de Bruxelles et qui est quand même quelque chose sur lequel, là encore, Adrien Proust s'est penché. Adrien Proust, à un moment donné, a dit il faut arrêter de confier le sort de la ville à des bureaucrates, ou à des ingénieurs, ou à des architectes, c'est trop sérieux pour la santé. Et maintenant, il faut un médecin à la tête de l'assainissement. Et ça, c'est le casier sanitaire en 1893. C'est très important, en termes de philosophie politique et d'histoire des sciences, je trouve. Il y a un autre exemple qui est la comparaison, pour comparer pays à pays en Europe, les questions d'hygiène, c'est la quantité d'eau par soldat. Donc, autour de 1850, le soldat prussien dispose de 50 litres d'eau pour se laver et puis pour faire ses ablutions. Le soldat belge a autour de 40 litres. Le soldat anglais a autour de 20 litres, comme le soldat français, c'est un seau d'eau. Et le soldat italien a 10 litres. Et quant à l'espagnol, on ne sait pas. Mais cela dit, donc on a 25, 30 litres par soldat français en 1850, et sous la Révolution, Lazare Carnot, qui fait une enquête sur la troupe, dit que le soldat français révolutionnaire consomme 3 litres par jour, dont 1 litre pour faire la soupe, et 2 litres donc pour faire le reste. Donc le soldat français ne se lave pas, ou peu. Quelle est la raison de l'avancée de Bruxelles? C'est une question d'administration de la ville ou... C'est un pays neuf, la Belgique. C'est un État qui est créé en 1830. Nous avons 2 personnes inscrites pour des questions. Je pense qu'après, on pourra arrêter. Et éventuellement, si on continue à discuter autour d'un verre qu'offre nos partenaires américains, voilà. Je ne sais pas si ma question est intelligente, mais avec cette prise en compte de l'hygiène par les architectes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'esthétique de l'hygiène qui se crée en architecture, ou est-ce que c'est simplement traité par l'homme un petit peu comme quelque chose à faire, mais sans forcément un souci derrière, ou est-ce qu'on peut parler de, je ne sais pas si c'est terminé, mais d'esthétique de l'hygiène? Absolument.
des réalisations d'Anatole de Baudot, les écrits d'Anatole de Baudot, notables sur le sujet, ne se rattachent pas au XIXe siècle, mais au XXe siècle, et sont tout à fait clairs sur le sujet de l'hygiène. Bien sûr, il y a une esthétique par l'hygiène, une beauté de l'architecture par l'hygiène, un renouvellement de la beauté architecturale par l'hygiène. Et c'est vrai que si on regarde l'hygiène par le petit bout de la lorgnette, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, la beauté par l'hygiène, enfin c'est ridicule. Mais si on le met sur ce plan très noble, et avec tous ces antécédents, avec aussi Blondel, dont on parlait tout à l'heure au XVIIIe siècle, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors pour donner un tout petit appétit sur le XXe siècle, il faut aussi comprendre que finalement les premiers tribuns de la modernité architecturale du XXe siècle, je parle de Corbusier, se sont quand même largement appuyés sur l'hygiène pour renouveler la doctrine urbaine. Qu'est-ce que c'est le projet pour une grande ville en 1922, projet pour Paris, sinon un assainissement absolument radical de la ville pour faire la ville moderne. Et en fait, on arrive à un paradoxe. Le Corbusier s'appuie tellement sur l'hygiène que ce n'est plus d'hygiène qu'il s'agit. On a une tabula rasa urbaine. Mais oui, l'hygiène, l'esthétique par l'hygiène, c'est quelque chose qui se fait jour très très clairement. Et dans l'œuvre d'un Gilbert, c'est extrêmement clair. Tel renouvellement des typologies architecturales, chez Louis Bruyère, cette attention à l'hygiène, à l'utilité et à la beauté est extrêmement claire. Oui, je trouvais la question de monsieur effectivement très intéressante, vraiment très belle en fait, une belle question. Mais alors je visitais la semaine dernière l'exposition sur les Halles, qui est à ce moment au pavillon de l'Arsenal, et on est allé se promener dans le quartier des Halles ensuite pour voir autour de la maquette, les voir dans la ville. Et à ce propos, on constatait que finalement, le Marais, ce qu'il restait de ce quartier du Marais du Moyen-Âge, de plus tard, eh bien, on avait voulu démolir les quartiers dont on avait pensé qu'ils étaient responsables de l'insalubrité. Là, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on accusait l'architecture de tous les maux. Alors, c'est le paradoxe inverse. C'est-à-dire que l'architecture toute seule ne suffit pas, mais c'est justement ce dont on fait le tour. Là. On se rend compte que c'est complexe, l'insalubrité. Mais on a pensé aussi à des moments qu'il fallait démolir. Parce que finalement, il n'y avait que la démolition qui pouvait résoudre l'insalubrité. Et c'est comme ça qu'on a perdu des beaux quartiers, des quartiers magnifiques de Paris, qu'on a remplacés par d'autres qui sont tout aussi magnifiques, mais qui datent de notre époque. Mais donc, c'est complexe tout ça. Et il faut également évoquer que les bâtiments qui restent dans le Marais, qui ne sont plus insalubres, ils ne le sont plus. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, socialement, c'est plus du tout les mêmes couches qui y habitent. On a effectivement travaillé dans ce que vous avez évoqué, c'est vrai, tout c'est l'assainissement en souterrain, en aérien, on a effectivement toute cette conjonction. Mais c'est amusant de noter que selon le petit bout de la lorgnette qu'on prend, en fait, quelquefois on résout sans le vouloir et on arrive à d'excellents résultats, et d'autres fois on avance par erreur et par tâtonnement, mais aussi par le savoir. Voilà, c'était pour aller dans le sens de l'embellissement, de la beauté d'une architecture, de l'hygiène, comment vous avez dit l'expression, ce qui est la beauté. La beauté par l'hygiène. Oui, la beauté par l'hygiène. Et là, enfin voilà, c'est un vaste. Et les îlots insalubres, c'était la tuberculose, c'est un autre problème. On est un petit peu plus tard. C'est pas la même chose. Enfin. Non, on est un petit peu plus tard, on est au début du XXe siècle. Mais il y a déjà des premiers appels finalement à aller vers cette éradication
des îlots insalubres qui sont lancés par Octave Ménil sous la Troisième République au XIXe siècle. Voilà. Et ce qu'on peut dire pour aller dans votre sens, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que notamment la politique des grands travaux haussmanniens, elle ne s'est pas appuyée sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un plan d'action qui aurait été ciblé sur des quartiers totalement insalubres. La meilleure preuve, c'est que le 12e arrondissement, qui était quand même très largement insalubre, n'a pas été tout de suite ciblé. La beauté du centre de la ville était quand même une préoccupation importante. Voilà, donc on a plusieurs types de préoccupations qui s'entremêlent, et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure sur le fait que l'hygiène n'a pas toujours été un mobile politique tout à fait pur. Madame, s'il vous plaît, la cité Rochechouart est avant ou après la cité Gonin, par exemple, à Guise? Après. Guise d'abord, Rochechouart. Merci. Notre prochain rendez-vous, c'est le 10 mars, et nous allons nous approcher de l'anniversaire d'une catastrophe industrielle majeure, puisque le 26 avril, donc il n'y a pas de conférence en avril, mais le 26 avril, sera le 25e anniversaire de Tchernobyl. Donc nous reviendrons sur les conséquences, mais non, 25 ans après, ce qu'on en a tiré comme conséquences sur long terme de cette catastrophe industrielle. Voilà.